Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Connecting people. Lorsque l'on étudie la position des témoins, soit ils sont chez eux, soit ils sont en voiture. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'étude géo-ufologique phase 2, où cette fois-ci nous allons nous intéresser, pour une deuxième fois, aux observations d'OVNI au-dessus d'axes de communication, que ce soit des routes, des autoroutes, et ainsi continuer donc cette étude d'un paramètre qui sont les routes. Je suis actuellement dans le département de l'Yonne en compagnie de Rémi Fauchereau, ufologue de ce département et aussi reporter pour EDF TV. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Je tiens à souligner que vous retrouverez Rémi dans de nombreuses parties de cette vidéo puisqu'il vous parlera d'observations d'OVNI à côté de routes. Alors pour vous la faire courte et pour éviter une longue introduction, cet épisode est la suite directe d'OVNI et Axes de communication qui avait été diffusé en mars 2016 sur la chaîne YouTube ODH TV Archives. C'est également un complément d'information puisque nous allons aborder les méprises et canulars. Nous allons poser des questions à des veilleurs, recueilleurs et enquêteurs sur des observations depuis des axes de communication. Ainsi, ils vont vous partager leurs enquêtes, mais également leurs contre-enquêtes, des observations insolites et des observations expliquées, comme par exemple les cas de lune suiveuse. L'introduction est courte, mais la conclusion sera un petit peu plus longue. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus, passons directement à ce nouvel épisode. Et comme dans tous les épisodes sur les comptes YouTube ODH TV Archives et ODH TV 2, on vous signale en bas à gauche si c'est un recueil, si c'est un simple témoignage, si c'est une enquête, une contre-enquête, une rumeur ou un fake. Donc voilà comment ça va se dérouler cet épisode. UFO, IFO, OVNI, OVI. Du côté de Morlaix, en Finistère, il y a eu de nombreuses observations d'OVNI, surtout à côté de la nationale. C'était des observations concernant les axes de communication, chose que nous allons voir à présent. Alors ça c'est justement une question qu'on se pose, parce qu'on a recensé actuellement une dizaine depuis les années 50, assez différents, que ce soit des sphères ou dans les années 80, on a eu 4 années de rang aussi un croissant orange qui a été perçu par 2 témoins au-dessus de Morlaix. Avec la particularité cette fois-là que ce fameux croissant lumineux orange s'est posé à la cime des arbres et qu'un petit personnage a été observé remontant dans l'objet. Je retrouve à présent Rémi Fauchereau, ufologue et reporter d'ODH TV pour le département de l'Yonne, non loin d'un site où il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type en septembre 1988, plus exactement vers le 5 septembre 1988. Et là encore, on retrouve une route. Et donc on peut s'apercevoir, comme je l'avais dit dans la conclusion de OVNI et Axes de communication qui avait été diffusée en 2016, les témoins étaient sur la route. Oui, puisque 5 à 6 voitures et une mobilette se sont arrêtées en bord de route et une dizaine de personnes en sont descendues qui ont été témoins du phénomène. Et quand on regarde l'endroit où s'est posé l'OVNI, entre guillemets, par rapport à la route, il y a quoi? Il y a 100 mètres, même pas. Il n'y a même pas 100 mètres. Donc c'est en bordure de route. C'est une route qui est quand même la D91, comme on peut le voir actuellement, je ne sais pas à l'époque, mais actuellement très fréquentée. Hein, il passe une voiture au moins toutes les 10 minutes ou 5 minutes à peu près, 5 minutes facilement, oui. Le 2 mars 1975, à Saint-Laurent de Blangy, à 3 h du matin,
Un automobiliste, chef de chantier, a déclaré à la gendarmerie de Vimy qu'il avait aperçu vers 3 heures du matin à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras, un objet qui avait littéralement survolé sa voiture, à faible hauteur, durant plusieurs kilomètres. La description qu'il en a faite est en tout point semblable à celle d'un autre témoignage à Calais le lendemain. Dans les deux cas, l'objet ne faisait aucun bruit. Le 10 mars 1980, dans le département Eure-et-Loir, sur la commune d'Auton-du-Perche, à la fin de leur service, les gendarmes de la brigade reçoivent un appel de la brigade voisine leur signalant le témoignage d'un chauffeur de taxi qui a aperçu une lueur étrange sur la route qui va vers Auton. Ils se rendent rapidement sur les lieux, mais ne constatent rien de particulier. De retour chez lui, l'un des gendarmes ainsi que son épouse continuent de surveiller le ciel, et vers 22h15, ils aperçoivent une lumière d'une taille plus importante qu'une étoile, qui a des mouvements totalement erratiques dans le ciel. Cette lumière est en forme de disque orangé. Le gendarme rappelle ses collègues et tous les quatre partent en voiture à la recherche du curieux phénomène. Après l'avoir suivi et perdu de vue plusieurs fois à cause du relief, ils finissent par descendre de voiture à un carrefour. Ils observent alors une grande forme rectangulaire au coin arrondi avec des rampes lumineuses blanches qui éclairent le paysage environnant ainsi que la voiture. L'un des gendarmes ressent une sensation de chaleur ainsi qu'un fort sentiment de crainte qui plus tard l'empêchera de s'endormir. Les gendarmes rentrent chez eux vers 23h30. Je retrouve encore une fois donc Rémi sur les routes ufologiques du département de l'Yonne, non loin de la commune de Chevillon. Alors que s'est-il passé ici? Alors donc le 11 février 1955 à 18h30, un témoin a observé une sorte de barque, on peut dire lumineuse, jaune orangée, qui était à 50 mètres du sol et qui se déplaçait en direction de l'Est, je crois, si je me souviens bien. Et donc, il n'y a pas eu d'autres informations sur le sujet. C'est assez résumé, mais il n'y a pas eu d'autres informations sur le sujet. Ce qui est bizarre dans ce cas, c'est qu'ils ont observé un éclair au début, un éclair jaune, et ensuite ils ont été attirés donc dans le ciel et qu'il y a eu ensuite cette barque. Oui, c'est tout à fait exact, oui. Et puis c'était silencieux, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit non plus. Dans le département Loire-Atlantique, le 15 septembre 1987, des agriculteurs, habitant en surplomb de la route de Nantes, observent pendant 5 minutes un objet immobile au-dessus de la route. L'objet se déplace alors vers eux avec un bruit qui pourrait être celui d'un avion. Cela s'est déroulé sur la commune de Saffré. Un jour en rentrant du boulot, sur la route, j'avais vu ce que j'avais cru être un avion qui faisait plein de looping et qui laissait des traînées et qui ensuite au bout de... Alors, tout ça en conduisant, donc c'était à peu près à... Je sais plus la distance de moi, mais c'était à une hauteur de peut-être entre 500 et 1000 mètres d'altitude. Et j'ai cru que c'était un avion, et sauf qu'au bout de 30 secondes, la chose que j'ai vue dans le ciel est partie à une vitesse de balle de... Enfin, on dit de vitesse de balle de fusil, mais tout d'un coup a disparu. Quand je suis rentré chez moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien noté, ni la date, ni l'heure, ni exactement ce que j'avais vu. Et par contre, 6 mois plus tard, j'ai retrouvé exactement un cas similaire dans un feuilleton... alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est peut-être la revue Approche, j'avais quelques anciens numéros. J'ai retrouvé à peu près le témoignage identique à ce que j'avais vu, quoi. Et je n'ai jamais évoqué dans la lumière de la nuit, enfin ni dans la lumière de la nuit, ni dans Infomania, ni dans aucune revue. Le 3 mars 1980, en Haute-Corse, sur la commune de Falello, une famille de 5 personnes vit surgir du maquis une boule de feu lumineuse qui se stabilisa à 30 mètres au-dessus de leur véhicule et les suivit pendant 12 km. Lorsque le conducteur s'arrêta près d'une station-service, l'objet s'immobilisa, prit de la hauteur et disparut. Observation qui s'est déroulée à 22h30. Donc là, nous avons une carte IGN au combien? 1,25 millième. 1,25 millième. 1 cm égale 250 mètres. D'accord. Alors tu m'as parlé plus d'une fois de cas qui se sont déroulés où les témoins étaient sur ces routes ici, ou même ici. C'est surtout sur cette route-là, de Auxerre à Saint-Georges. De Saint-Georges à Rayon.
Donc d'ici à là-bas, à Yan. c'est ça. Yan qui se trouve par là, directement d'ici. D'accord. Alors, à la ferme des Renards, tu m'as dit qu'il y avait eu un cas. Oui, il y a eu un cas, c'est-à-dire qu'une personne qui revenait d'Auxerre et descendait en direction de Charbuy, Charbuy qui se trouve par ici, descendait là c'est une descente, et là c'est une montée, pardon, et là on descend ici. Et puis arrivé ici, il y a un pont, ce qu'on appelle le pont de pierre, avec sa voiture, elle s'est trouvée juste au-dessus de sa voiture, elle a regardé, comme ça, il y avait un énorme triangle avec 3 spots au sommet du triangle, qui était juste au-dessus d'elle et qui l'a suivi pendant un moment. Voilà. Mais la personne, elle était en voiture? Elle était en voiture avec son mari et ses enfants. D'accord, mais le phénomène, il était où? Il était au-dessus de sa voiture. Elle est sûre que c'était vraiment au-dessus? Oui, au-dessus, oui. Et la suivait. Le triangle la suivait. Elle a eu la trouille de sa vie. Et il a disparu comment, un triangle? Oui, elle a accéléré et puis elle l'a plus revu. D'accord. Par rapport au phénomène de la gravotte, comment ça s'est passé? Alors là, c'était des gens qui revenaient de chez un ami qui habitait Charbuy, très tard, vers les 2h du matin, et puis il a pris cette petite route-là, la route de Charbuy ici, la petite route qui rejoint la route de la D89, la route d'Ayan à Saint-Georges. Il allait en direction, il rentrait sur Saint-Georges-sur-Bauge, donc sur Auxerre. Et puis, à passer la gravotte, il a vu une énorme lueur ici, à cet endroit-là, qui éclairait tous les bois aux alentours. Et donc, il a eu très peur, il a accéléré. Il est arrivé ici à Saint-Georges. Et arrivé ici à Saint-Georges, de cet endroit-là, il voyait toujours la lumière qu'il y avait ici à la gravotte, qui éclairait toute la région. Donc lui est en voiture. Il était en voiture avec sa femme, oui. Et la lumière semblait être à la gravotte. Oui, il est passé devant la gravotte, là, devant le monument aux morts. Il a bien vu que c'était à la gravotte, dans la clairière de la gravotte qu'elle était. Donc pour lui, c'était vraiment là? Oui, il l'a bien situé là, oui, absolument. Oui. Et selon toi? Je sais pas, moi j'ai recueilli le témoignage, je lui ai fait confiance. Donc ça, c'est des observations lointaines, hein. Imagine ce que doivent éprouver ou subir les gens qui font une observation rapprochée. Pas nécessairement d'humanoïdes, oui, ça doit vraiment faire peur, mais imagine un couple dans une voiture qui voit arriver un truc au-dessus de la bagnole, quoi, qui sont éclairés par une lumière incroyable, et imagine la peur, panique. J'ai loupé un cas comme ça il y a plus de 20-30 ans, où un couple dans la montagne de la RPI, là, en 4L je crois, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire un week-end, ils repartaient, et puis il y a un objet qui est arrivé au-dessus, et toute la voiture s'est retrouvée totalement illuminée, tout était illuminé. La fille a piqué une crise de nerfs de l'autre monde, le gars n'arrivait même pas à la tenir, et puis heureusement ça s'est éteint, ils ont fichu le camp. Et j'ai pas réussi à les approcher, ces témoins, ils ne voulaient absolument pas en parler. Mais je me mets à leur place, imagine un peu, tu es seul dans la nuit, il t'arrive, mais c'est la fin du monde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends qu'on puisse être dans une panique incroyable. Je vous retrouve à présent entre Plan d'Ops, Sainte-Baume et Gémenos, dans le département des Bouches-du-Rhône. Ici, il y a une route dite de montagne avec des lacets, etc. Je pense que pour ceux qui sont en montagne connaissent le type de route que je parle. Et donc nous allons à présent passer aux observations dont les témoins ne sont pas en voiture mais sont en moto. Et il y en a des témoignages comme ça. Donc passons dès à présent aux observations d'OVNI dont les témoins sont en moto et non en voiture. Oui, alors j'ai reçu un cas intéressant qui s'est déroulé en novembre 1975, dans les bois du finage de Périgny entre 19h et 20h. Le témoin qui roulait à moto sur la D89 entre Auxerre et Charbuy constate derrière lui un clignotement. Croyant à une automobile voulant le dépasser, il s'aperçoit que le clignotement vient en fait d'une masse lumineuse blanche, comme celle d'une photocopieuse, sous forme particulière située à sa droite. Au-dessus de la ligne des arbres des bois de Saint-Marien, qui longe à ce moment-là. Il s'arrête pour mieux observer le phénomène situé environ à 250 mètres de lui. Il y consacre plusieurs minutes, toujours assis sur sa moto arrêtée.
Le volume de la masse lumineuse est estimé à celui d'une petite maison. Des rayons diffus de lumière semblent rayonner en clignotant au-dessus de la masse. Le témoin se sent observé. Le phénomène se modifie lorsqu'un avion se dirigeant vers l'aérodrome d'Auxerre-Branche s'approche pour les survoler, son moteur étant clairement audible. À cet instant, le clignotement cesse, la masse lumineuse paraît diminuer d'intensité et s'enfoncer entre les arbres jusqu'à disparaître puis s'éteindre. Mais après, bon, il y a des témoignages troublants aussi, hein, ou alors il y a la radio qui s'éteint, ou il y a des perturbations radio. Oui, j'ai eu des cas. Le 12 novembre 1965, dans le département du Var, à l'Orgue, à 16h, un jeune garçon en cyclomoteur circule sur la route entre l'Orgue et Draguignan. Il se trouve après la montée de Castelroubine quand il observe un objet brillant en forme de cône aplati, de couleur claire brillant, se détachant nettement sur le fond du ciel bleu. Il semble se trouver à 200 mètres de distance et à moins de 100 mètres de hauteur au-dessus d'un bois. Il émettait tout autour de sa base une bande de lumière orange apparemment mobile. Aucun bruit, l'objet reste encore 2 minutes immobile, s'inclinant de temps en temps sur lui-même, ce qui laisse apparaître une sorte d'aileron sur un côté. La taille est estimée à 4 à 5 fois celle d'un hélicoptère. L'objet disparaît alors que le témoin cherche à s'en approcher. Je vous retrouve à présent à l'Aire des Corbières dans le département de l'Aude, là où il y a eu l'observation d'un triangle volant, une enquête menée par le Centre de recherche ufologique niçois, le CRUN. Donc c'était de nuit, hein, c'était pas de jour comme là, mais c'était au niveau de l'Aire des Corbières, là où je me trouve actuellement. Et c'était en direction de Carcassonne, qui se trouve là-bas. Le 7 décembre 2002, dans le département de la Côte d'Or, sur la commune de Crimolois, il est 22h45. Les conducteurs de 2 véhicules qui revenaient de Dole ont observé à hauteur du péage de Dijon-Crimolois un objet d'un jaune très lumineux. Il scintillait dans le ciel à 45 degrés environ par rapport à l'horizon, descendant avec une extrême rapidité en direction du nord-ouest. Après vérification, ce n'est ni une planète, ni la station spatiale. Source, le journal de la Saône-et-Loire. Je tiens tout de même à préciser que je vous ai partagé quelques cas d'observation d'OVNI autour d'axes de communication. Il y en a eu, bien sûr, beaucoup d'autres. Alors Rémi, dans ton département, le paramètre axe de communication, y a-t-il déjà des observations au-dessus de routes? Il y a une étude générale qui a été faite sur la carte de l'ensemble du département de l'Yonne, comme quoi on a beaucoup de phénomènes ovnis qui suivent l'axe de communication qui est la Nationale 6, qui traverse le département du sud au nord à peu près, enfin du nord au sud plus exactement, de la ville de Sens, en passant par Auxerre, en passant par Avallon. Dans les années 70, on pensait que, sur les travaux de Claude Poher notamment, on pensait que alors on avait un pic le matin et on avait un pic le soir, d'observation. Puis on s'est aperçu que le pic du matin et le pic du soir, ça correspondait tout simplement aux gens qui partaient travailler, qui étaient sur la route et qui donc mais l'idée sous-jacente, c'est que le phénomène se produit tout le temps et que comme on est plus nombreux sur la route le matin et le soir, on en voit plus. Or cette idée, à mon avis, est totalement fausse. Elle doit être abandonnée, et ça fait longtemps qu'elle doit être abandonnée, qu'elle aurait dû être abandonnée. Le phénomène ne se produit pas tout le temps, ni n'importe comment. Il se produit par rapport aux témoins. Une fois que tu as bien compris ça, comme te le démontre les RR3 d'ailleurs, parce que aucun cas ne te démontre mieux que les RR3, le phénomène se produit par rapport à un ou des témoins qui sont ciblés pour ça. À partir de là, ça change complètement la donne. Ça veut dire en clair que dans les endroits où il n'y aurait pratiquement pas d'humains, il n'y aurait pas de phénomène. Selon les statistiques ufologiques en France et en Europe, les témoins, à l'heure actuelle et depuis quelques années, semblent être au volant de leur véhicule lorsqu'ils observent quelque chose de curieux dans le ciel. Mais si on pousse la question un peu plus loin, sont-ils conducteurs ou sont-ils passagers
du véhicule lorsqu'ils observent une lueur curieuse dans le ciel. Alors, petite question, d'après toi, les témoins qui observent des phénomènes ovnis depuis un véhicule, est-ce que c'est plutôt le conducteur ou les passagers? C'est plus les passagers généralement. Ils ont plus de visibilité, les passagers. Donc ils sont plus propices à l'observation. Généralement, tous ceux qui m'ont appelé, moi, c'était les conducteurs, les conductrices. Il y avait un conducteur et puis les autres, c'était les conductrices. Soit ça leur passe devant les yeux, soit des fois, ils regardent un peu sur le côté et ils trouvent quelque chose à regarder. Le 7 juin 1978, sur la commune de Tavaux, vers 20h55, un automobiliste et sa passagère observent dans le lointain, à environ 5 km, un point lumineux qui les intrigue. À 21h15, un disque lumineux de couleur orange oscillant commence sa lente ascension à la verticale et disparaît dans les nuages. Seule une traînée colorée reste visible. Suite à la parution dans la presse de cette observation, une personne témoigne avoir vu, à la même date et entre 21h30 et 21h45, un phénomène lumineux jaune-orangé de forme circulaire dans le ciel. Ces observations restent inexpliquées par manque de précision. Ce cas a été classé PAN-C sur le site du GIPAN. Comme vous avez pu l'entendre, les avis concernant l'emplacement des témoins dans un véhicule, si c'est côté conducteur, passager ou à l'arrière, les avis sont différents. Il serait intéressant, effectivement, d'aborder un petit peu plus cette question. Peut-être que nous aborderons cela dans un prochain épisode. À voir. Après vous avoir énuméré quelques cas d'observation proches d'axes de communication, comme les autoroutes, là c'est l'A7, je suis entre Le Muy et Fréjus dans le département du Var, ou des petites routes, je tiens à remercier tous les ufologues, chercheurs, veilleurs, qui vous ont fait part de cas d'observation assez pertinents dans leur département et région. Jusqu'à présent, je vous ai mentionné des cas d'observation d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés, au-dessus, proches ou non loin d'axes de communication. Mais, si on regarde bien, ces phénomènes ont été vus parce que les témoins étaient situés sur ces axes. Donc on pourrait dire que ces observations ont été vues depuis des axes de communication. Quand on donne un nom à une observation, on dit l'observation de, Trifouillis les oies. Alors on a observé à Trifouillis les oies un phénomène lumineux qui se trouvait au-dessus du bois là-bas, qui est passé donc à l'horizontale d'est en ouest. Et le phénomène, il n'est pas à Trifouillis-les-Bois. Hein. Déjà, le bois, il est dans le village d'à côté. Donc c'est vu depuis Trifouillis-les-Oies. Et c'est ça qu'il faut dire, observer depuis, et pas observer à. C'est toute la nuance. Ça serait à tel endroit si c'était au zénith. Tu vois? Ou si tu as un truc qui atterrit à 20 mètres. Là, c'est à tel endroit. D'accord. Ça laisse une trace, c'est à tel endroit. Mais un truc qui passe, comme ça, que tu vois là-bas, il peut être à 20 bornes. Mais quand je dis à 20 bornes, même bien plus loin. Parce qu'en fait, on n'a aucune notion de la distance du phénomène. Tu pourrais avoir une idée de la distance du phénomène s'il passait entre toi et un obstacle. Mais là, quand il est dans le ciel, tu n'as aucun repère. Mais on arrive à te dire, on a vu A. Mais non, on a vu depuis la ville d'un tel. Mais que c'était dans cette direction, mais on ne sait pas à combien de distance. Donc ça fausse toute étude. Dans ces cas, il y a aussi pas mal de méprise. Est-ce que tu penses que quand les gens sont en voiture ou même sur les routes ou les autoroutes, ce sont des endroits qui sont beaucoup plus sujets à faire des méprises? Oui, sûrement. Ah oui, sûrement. Oui. Parce que quand ils sont en voiture, tu sais, souvent ils disent il n'y avait pas de bruit.
Voilà. Il n'y avait pas de bruit. Oui, des gens qui ont été suivis par des boules lumineuses, j'en ai eu pas mal sur des longues distances. Alors je me suis toujours demandé si c'était pas la lune du ciel. Quand les témoins disent qu'il n'y a pas de bruit, c'est parce qu'en voiture, ils entendent déjà le bruit du moteur, sûr, oui. le bruit de l'autoradio s'il y en a, le bruit de la route aussi, hein, ça fait du bruit tout ça. Hein. S'il y a quelqu'un qui parle à côté, encore pire. Alors, quand il pleut et que vous voyez un truc dans le ciel en voiture, d'après vous, vous entendez quoi? Lorsque vous conduisez en voiture, que vous voyez un phénomène dans le ciel, c'est sûr que vous n'allez pas entendre de bruit. Et d'ailleurs, dans les rapports d'enquête, il y a souvent absence de bruit. Enfin, les rapports de recueil plutôt. Ou dans certaines enquêtes. Absence de bruit. C'est normal. Vous roulez, vous entendez le bruit de votre moteur, l'autoradio s'il y en a un, la route. Un jour qu'on revenait sur l'autoroute, qu'on revenait justement de l'Est de la France, on a vu un triangle belge avec un feu pulsant rouge au milieu. On s'est très vite rendu compte au bout de 5 minutes, enfin très vite, au bout de 5 minutes c'est peut-être un peu beaucoup, au bout de 2 minutes, que c'était un avion. Mais on était en voiture, il y avait le bruit du moteur, on n'entendait pas le bruit de l'avion évidemment. Ouais, c'est logique, hein. Mais c'était un avion. Parce qu'on l'a observé suffisamment longtemps pour arriver à déterminer que c'était un avion. Mais on aurait pu dire que c'était un triangle. Alors qu'en fait c'était un avion avec des ailes classiques. Voilà. On peut constater aussi, on a pu constater aussi, bon je ne sais pas à l'époque, mais que c'est une voie de communication entre les hôpitaux d'Auxerre et de Dijon, pour notamment les hélicoptères, et puis certainement peut-être, qui sait, une voie de communication pour les hélicoptères militaires qui à l'époque allaient à Dijon, donc les hélicoptères et les avions qui allaient à Dijon sur la BA102 à Dijon-Longvic. Hein. C'est parce que ça passait dans cette région-là. Auxerre, il y avait un aérodrome aussi à Auxerre. En 88, l'aérodrome était fait. La base de Dijon-Longvic n'était pas encore totalement désaffectée. Donc c'était un axe primordial, un axe de voie de communication militaire primordial pour les chasseurs. Voilà. Ils travaillaient d'ailleurs, ils naviguaient dans toute cette région-là, c'était des chasseurs qui naviguaient. Alors c'est pour ça que toutes les éoliennes, d'ailleurs, sont signalées par des petites lumières pour justement la navigation de nuit pour les avions, de toutes sortes. Donc imaginez, vous êtes sur une chaussée, ce qui arrive souvent ici parce qu'il y a une chaussée qui passe à côté. Ce qui arrive souvent, c'est que, et ça m'est déjà arrivé comme méprise, vous roulez sur la chaussée et vous voyez l'avion de très loin qui commence à atterrir à Bierzet. Mais vous ne savez pas qu'il atterrit à Bierzet parce que quelqu'un qui n'habite pas la région et qui ne sait pas qu'il y a un aéroport juste à côté, eh bien ne le saura pas. Et il va voir un avion qui est à l'horizon et qui a cette composition. Et il va crier au triangle. Pourquoi? Parce que le témoin dans sa voiture, il n'entend pas le bruit. Et de loin, ça donne un triangle type OVNI vague belge. Tout simplement. Donc faites attention aussi à ça. Toujours bien regarder si c'est la composition des avions. Parce que la composition des avions, les feux, etc., parfois ne correspondent pas à ce qu'on connaît. On a toujours l'habitude de voir un avion qui clignote, bleu, blanc, vert, etc. Mais bien souvent, il y a aussi des avions qui ne clignotent pas et qui ont une composition type un OVNI, comme on en voit dans certains rapports d'observation. Il y a beaucoup d'avions qui suivent, des petits avions comme ça qui suivent l'autoroute ou du LM. Comme ça les mène directement aux endroits qu'il faut pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre, ils suivent les autoroutes. Est-ce qu'ils le font de nuit? Aussi, de nuit aussi, oui. Ah, oui. Tu sais que ça a été l'une des théories pendant la vague belge, ça? Oui. Puisque les autoroutes belges sont éclairées la nuit? Oui. Donc ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être sujet de méprise à côté des axes de communication comme les autoroutes. Les avions qui suivent. Absolument, oui. Ah, il y a plein de choses à parler. Hein. Les drones, peut-être, maintenant. Surveillent des axes de communication. Mon beau-frère et sa femme, enfin mon ex-beau-frère,
et sa femme, enfin, à l'époque en tout cas, viennent voir donc ses parents à lui, ou mes beaux-parents à moi, mes ex-beaux-parents. Donc ça se passe en Charente. Donc ils viennent systématiquement par le même chemin, ils le connaissent par cœur. Donc à un moment donné, ils prennent un chemin, ils doivent tourner à gauche et faire 3 km et puis arriver à la maison. La maison de mes ex-beaux-parents est sur un flanc de coteau, hein, donc en hauteur, assez en hauteur, il faut monter ensuite dans une cour. Donc en fait, ils sont sur cette route, avant de tourner, ils sont sur la route, et ils voient quelque chose en face d'eux, une boule de lumière en face d'eux, ils ne savent pas ce que c'est. Ils tournent à gauche, ils s'aperçoivent que la boule les suit. Mais derrière les arbres là-bas, tu vois. Donc parce qu'en fait, cette route, après avoir tourné à gauche, elle longe la rivière qui s'appelle le Nez, N-E. Et il y a les champs, les prairies humides, c'est des peupliers partout, donc il y a plein de peupliers. Alors tu vois, les peupliers, c'est des arbres très droits, souvent qu'on met en ligne comme ça. Donc ils voient ça derrière les peupliers en fait. Mais pour eux, c'est pas loin. C'est à 300-400 mètres. Et pendant les 2-3 km, ils voient ce truc qui les suit. Elle, Yannick, elle est affolée. Roger, lui, bah, il conduit, mais il n'est pas rassuré non plus. Il voit ce truc qui le suit. Une boule orange, quoi. Donc ils arrivent à la maison des beaux-parents. Hop, ils montent la petite côte et ils se retrouvent sur le parking au-dessus. Et là, ils regardent. Et puis ils disent, mais vous êtes con, c'est la Lune. Mais pendant 3 bornes, ils ont été affolés par la Lune. Pourquoi? Alors qu'en fait, ils viennent là tout le temps. Bon, la Lune n'est pas tout le temps dans l'axe de la petite route au début. C'est ce truc-là qui les a, en fait... À ce moment-là, il y a un déclencheur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un déclencheur. Pourquoi? Parce que c'est inhabituel. Tu vois, la Lune, elle est là-haut, plus haute dans le ciel. Là, elle devait se lever ou se coucher, je sais pas. En fait. Parce que je sais pas comment c'est orienté, je pourrais pas te dire. Et en fait, le fait qu'elle soit dans l'axe de la route au début, c'est quelque chose d'inhabituel. Bas sur l'horizon, orange assez profond, tu vois. Ils tournent à gauche, la Lune est sur leur droite, et elle les suit jusque chez mes beaux-parents. Et là, elle est peut-être un peu plus haute sur l'horizon, alors en fait elle se lève peut-être, elle est déjà moins orange, peut-être plus blanche, et ils se rendent compte que c'est la Lune. Oh, ils en avaient montré une belle, une chute de maîtrise lune. Quand j'avais été la première fois à Épinal, il était venu me chercher au train. Et puis on est rentré assez tard chez lui, et il y avait donc la Lune. Et on avait une rangée d'arbres qui longeait la route. Et il y avait juste la Lune qui était derrière. Et puis avec la voiture, tu avais vraiment l'impression que c'était là, tu sais, c'était le principe de la Lune suiveuse. Il m'a expliqué, il m'a dit, regarde, tu aurais vraiment cru, tu vois, le mec qui sait pas, qui connaît pas la position de la Lune et tout, que c'était vraiment une boule qui te suivait. C'était vraiment bien. C'était un couple, très gentil, il m'avait reçu, il m'avait offert l'apéritif et tout, on était allés sur place. Ils avaient été suivis par une boule lumineuse assez grosse dans leur voiture, hein. Elle les suivait. On a refait le chemin dans les mêmes conditions et on s'est rendu compte en fait que c'était tout simplement la Lune, mais évidemment avec la distance de la Lune, ils avaient l'impression qu'elle les suivait, quoi. Et c'était la Lune, tout simplement. Et tout correspondait à l'heure et tout. Le cas de Saint-Florentin, par exemple, est un cas typique. Donc c'est Saint-Florentin dans l'Yonne. Hein. Donc c'est un cas qui est une méprise. Hein. C'est une méprise avec la Lune. Famille affolée, parce qu'elle voit quelque chose qui la suit, qui monte, qui descend, qui passe à droite, derrière, devant, enfin, en fonction des virages de la route. À un moment donné, elle se pose sur une colline. Donc le chien est affolé au fond de la voiture, il a peur, en fait. Il a peur parce que ses maîtres ont peur, c'est tout. Il ressent le stress, et puis voilà. Maintenant, c'est quelque chose de connu. Donc ces gens-là voient une lumière allumée à la fenêtre d'une maison devant laquelle ils passent. Et ils s'arrêtent, ils viennent frapper à la porte, tambourinent à la porte. Et ils disent, la personne arrive, ouvre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un accident? Ils disent, non, on est poursuivi par une boule orange depuis je ne sais pas combien de kilomètres.
Et ah bah, il dit, elle est où, elle est où? Et non, non, elle n'est pas là. Là, il y a la Lune, mais non, elle n'est pas là. Donc en fait, ils vont faire une déclaration à la gendarmerie. Les gendarmes disent, bah, on va aller voir où ça atterrit. Manque de bol. Par le plus grand des hasards, à cet endroit, il y a une trace. Bien sûr, on rapproche la trace de l'observation. Le chien ne veut pas rentrer dans la trace. C'est une trace brûlée. Hein. Le chien ne veut pas rentrer dans la trace. Mais en fait, c'est simplement, à terme, on connaît l'explication, c'est un écobuage. C'est-à-dire, on brûle des herbes sèches pour un petit peu, c'est un peu comme la culture sur brûlis à Madagascar, quoi. On brûle un terrain, on brûle un espace pour que ça régénère l'herbe l'année suivante. Et puis on brûle aussi des herbes sèches, des cochonneries. Donc voilà. Et ben voilà, ça c'est. On rapproche quelque chose d'un cas, alors qu'en fait il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est le hasard. Voilà. Une personne d'Auvergne qui était revenue de la région d'Avallon jusqu'à Auvergne, qui s'est fait suivre pendant 80 km par une boule lumineuse. Et il n'a pas compris, il a cru que c'était un ovni, parce qu'un coup elle était à droite, et un coup elle était à gauche. Mais la route elle faisait ça. Et là, la route était enlacée. Ce qui explique le... Voilà, et c'est pour ça qu'il a pris ça pour un ovni. Moi, il m'a appelé que j'ai pas vérifié, j'ai mis ça dans mon livre. Et donc, c'est une méprise, c'est critiquable, ça. C'est une méprise. Avec quoi? Avec la Lune. D'accord. Et comment tu expliques que des gens, d'un coup, font des méprises avec la Lune qui les suit? Pourquoi, d'un coup, ils sont... Je ne sais pas, parce que lui, il avait quand même dit qu'il était déjà âgé, et puis la pleine Lune, c'est pas la première fois qu'il la voit. Mais vu sous certains angles, vu dans certaines conditions de vitesse, de ce qu'on veut, on peut facilement, même des fois simplement derrière une lune qui est derrière des arbres. On avait fait l'expérience chez Thierry Pinvidic avec Éric Maillot et tout. Et on avait vraiment l'impression que c'était quelque chose qui était posé sur la colline, il y avait une petite colline derrière, et c'était la lune qui était au ras de la colline, et avec les arbres, ça faisait des rayons, des trucs comme si il y avait quelque chose qui illuminait derrière, qui était posé au sol. Et c'était la lune. Mais ça, c'est un grand classique, dès qu'un témoin se déplace, il peut être soumis à l'illusion d'un phénomène autonome qui le suit. Donc, quels que soient les moyens utilisés, il y aura toujours cette illusion, quoi. Voilà, c'est un problème. Après, reste à savoir, c'est là où le travail de l'enquêteur est important, reste à savoir si on est vraiment face à un témoin qui se déplace et qui voit un phénomène fixe qu'il confond avec un phénomène mobile, ou soit le témoin se déplace et est face à un phénomène mouvant, donc on a une double action. Donc là, l'ufologue a du pain sur la planche pour bien analyser les choses et déterminer qu'est-ce qui est observé. La Lune, elle bouge pas, mais c'est la voiture qui bouge. Et puis il faut voir le tracé de la route aussi. Oui, voilà. Parce qu'attends, la Lune un peu de d'un côté sans trouver de l'autre. C'est le cas de Saint-Florentin, dont je parlais. Si ça dépend, c'est pas la Lune qui bouge. Non. C'est le tracé de la route qui va bouger. Voilà, exactement. Et donc, il y en a qui comprennent pas. Mais elle était là, et puis je l'ai vue là. C'est pas la Lune, parce que la Lune, elle serait restée que d'un côté. N'oublie pas, il n'y a pas deux lunes, il n'y en a qu'une. Ouais. C'est arrivé que les gens me disent j'ai vu un truc qui me suivait, mais bon, après, quand on leur pose des questions, comme moi, qui ne se sont pas arrêtés, qu'ils ont fait des virages à droite, à gauche, et que le phénomène était la Lune ou Vénus, ou voilà, bon. Ça, c'est des méprises comme ça. Il y en a dans LDLN plein. Moi, je vois une autre méprise, je sais plus, c'était en Normandie aussi, je crois, ou en Eure-et-Loire, je sais plus exactement. Si j'avais eu mon dossier ici, j'aurais pu être plus précis. T'as 2 ou 3 automobilistes qui s'arrêtent pour regarder un phénomène qui descend vers l'horizon, c'est le soleil qui se couche, et il y en a un qui dit « j'ai les yeux qui pleurent ».
Bien sûr, quand tu regardes le soleil en face pendant un bon moment, moi je me pose la question de savoir s'ils ne sont pas bousillés les yeux en plus, quoi. Alors effectivement, un des témoins est interviewé par l'enquêteur LDLN et il dit j'ai été voir l'ophtalmo. Bah tu m'étonnes que tu as été voir l'ophtalmo. Il y en a plein de cas comme ça. Oui, donc c'est des comment. Alors là on dit ouais, effet physique sur le témoin. Bah oui, faut pas regarder le soleil en face, quoi, ça c'est sûr. On peut aller loin, encore une fois, les méprises c'est compliqué parce qu'on peut aller très loin. Il suffit aussi qu'on soit sur une route, en voiture la nuit, et qu'on éclaire quelqu'un sur la route. Malheureusement, si on roule à une certaine vitesse, la personne ne va pas voir à quoi elle ressemble. Alors si on se situe en plein milieu des champs, au milieu d'une forêt où il est censé y avoir personne la nuit, et qu'en plus on vient de voir une lumière n'importe où, et qu'on voit quelqu'un qui est là au milieu de la route, et il apparaît un peu bizarre, on peut dire qu'on a fait une rencontre de troisième type. Donc on peut aller très loin aussi, en débattant dans les méprises de ce cadre-là. C'est les gens qui travaillent sur la voirie la nuit. Alors bon, sur les voiries classiques, c'est de moins en moins souvent, mais ça arrive. Il suffit qu'il y ait eu un accident ou un éboulement qui nécessite qu'on y intervienne immédiatement. Alors donc les gilets jaunes, ou orange plutôt, ils sont plutôt orange. Il y a un célèbre cas au Québec, où en fait c'est au tout début où les ouvriers de la voirie utilisaient des gilets jaunes, enfin des gilets oranges. Donc bien sûr les automobilistes qui passaient et qui éclairaient ces personnages, alors ils éclairent le personnage, ils ne voient que le gilet. Donc ils ne voient pas la tête, ils voient vaguement les jambes. Ils ont comme des anneaux autour. Oui, ils ont des anneaux autour du corps, Ouais. et voilà. Et en fait, ce sont des ouvriers en train de travailler sur la voirie. Hein. Mais sauf que les gens n'avaient pas encore l'habitude d'en voir. Maintenant, on a plus l'habitude d'en voir. Mais il y a eu un moment où, tu vois, c'est un peu comme les Skytrackers. À un moment donné, ça fait beaucoup de confusion, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais dès qu'on s'habitue, c'est fini. La confusion, il y en a de moins en moins. Ouais, vraiment, il ne faut jamais sortir de chez soi, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a ce genre de confusion. Mais ça peut encore arriver dans des conditions particulières. Parce qu'ils voient un ovni, c'est le camion avec les deux phares. Voilà. Un truc cubique, ouais, c'est un camion, mon pote. Voilà, avec deux phares devant. Alors déjà, premièrement, est-ce que tu as eu des méprises avec des bus? Avec des bus, de nuit? Non, parce que maintenant les bus sont, même déjà les S45 des années, les Renault, les S45, je me rappelle à l'armée, avaient des vitres sur les côtés, derrière, etc. Et on pouvait allumer la nuit. On pouvait allumer. Et donc on pouvait considérer, comme c'était en forme de tube, si on peut dire, hein, c'est un tube, et on pouvait considérer ça comme un cigare qui se déplaçait à ras de la route, par exemple, tout simplement. Mais j'ai jamais eu de méprise dans Lyon, hein, j'entends. Mais je sais qu'il y en a eu d'autres qui ont été faits, ou avec des trains ou des choses comme ça, qui avaient des hublots carrés ou des glaces carrées, etc. Ça, c'est le genre de truc, c'est facile à faire, ça. Hein, il y a comme zone à méprise, il y a les zones routières et autoroutières qui peuvent provoquer des méprises. Donc voilà, il y a énormément d'exemples avec les axes de communication à vous faire part. Bon, bien sûr, il faut la faire courte, hein, parce que l'épisode il est déjà assez long. Mais n'oubliez pas de bien regarder des logiciels tels que Stellarium ou autres lorsque vous faites une enquête par rapport à une observation dont le ou les témoins sont en voiture ou sur différents axes de communication. Lorsque le ou les témoins sont en voiture ou en moto, leur attention est essentiellement attirée par la route. Lorsqu'ils observent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier, il ne faut pas oublier, je le répète, leur attention est attirée par la route, par leur voiture, par ne pas faire d'écart, de respecter le code de la route. Et lorsqu'ils observent quelque chose dans le ciel, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont lu dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont vu et quels sont leurs avis sur le phénomène ovni ou les phénomènes dits de haute étrangeté. On ne sait pas tout ça. On n'est pas dans la tête du ou des témoins lorsqu'ils font une observation en voiture. Et c'est généralement des gens comme ça qui s'y intéressent au phénomène. Surtout la nuit, quand ils reviennent, ils regardent
Ils ne regardent pas toujours devant eux, mais ils regardent les étoiles, ils essaient d'apercevoir quelque chose dans le ciel. Ah tiens, il est telle heure, ah oui, c'était à cette heure-là que ça apparaît, on va essayer de regarder, alors ils regardent à droite, à gauche, etc. Pas toujours devant eux. Ah oui, c'est sûr que ceux qui sont intéressés ont plus tendance à regarder quand ils sortent de chez eux, sur le pas de la porte. Mais quand ils sont en voiture, ils continuent à regarder le ciel plutôt que devant, plutôt que la route qui est devant. Moi, j'ai des copains comme ça qui sont passionnés par le phénomène OVNI, qui ont une voiture, ils aiment bien se balader la nuit et revenir tard le samedi ou le dimanche. Inévitablement, ils regardent le ciel. Mais il faut faire très attention, encore une fois, lorsque vous voyez des rapports d'observation d'OVNI. Est-ce un recueil? Est-ce une enquête? Est-ce une contre-enquête? Est-ce simplement une rumeur ou un témoignage? Comme vous ne savez pas cette donnée essentielle pour faire vos études sont erronées, voire fausses. Donc, je répéterai sans arrêt, vérifier s'il y a eu enquête sur l'observation que vous étudiez. Le témoin, lui, voit ça, mais l'enquêteur semble ne pas n'être qu'une chambre d'enregistrement, tu vois ce que je veux dire. Il enregistre ce que les témoins lui disent sans prendre de recul. Donc il enregistre exactement ce que lui dit le témoin, sans essayer de savoir si le témoin a pu confondre ce qu'il a vu avec autre chose. Est-ce que le côté émotionnel joue dans les observations d'OVNI en voiture? Oui, absolument, oui. Pour le ballon Goodyear, la femme m'a appelé tout affolé, mais vous n'avez pas vu une plateforme noire passer? Or, ces phénomènes pouvaient être au-dessus ou proches d'autres structures géologiques, géographiques, anthropiques. Et pourquoi il y a un embouteillage à cet endroit-là alors qu'il ne va pas y en avoir? Il n'y en a jamais. Et des gens qui regardent en l'air, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes en l'air aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à regarder en l'air? Un ballon dirigeable, un avion qui a explosé, qui tombe en miettes. Concernant l'étude ou la contre-étude des OVNI, OVI et axes de communication 2, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Déjà, la présence d'ufologues ou d'associations dans les endroits où il y a eu là ou les observations. La prépondérance du ou des témoins aussi, comme nous l'avions vu dans les épisodes Matin OVNI, OVI, dans les dossiers brouillage. D'ailleurs, prochainement, il y aura une suite sur la prépondérance du ou des témoins. Mais également la différence entre recueil, enquête et contre-enquête. Bien sûr, si c'est juste un recueil d'une observation et qu'il n'y a pas eu d'enquête, cela peut être tout et son contraire. Je vous retrouve dans le département des Pyrénées-Orientales, non loin du château de Salts, sur l'ODH mobile, ou la voiture d'ODH TV. Comme je le disais dans la conclusion du précédent épisode, que effectivement, les témoins, vous avez deux solutions. Soit ils sont chez eux, ils ferment les volets, ils ouvrent les volets, soit ils sont en voiture. Et n'oublions pas que nous sommes une civilisation de route, une civilisation routière. Donc effectivement, il y a de nombreuses observations d'OVNI ou de phénomènes insolites proches d'axes de communication. Mais nous allons poursuivre dans cette lancée des axes de communication, puisque je vous donne rendez-vous à la suite de cet épisode, toujours dans la saison 7 des reportages d'ODH TV, donc axe de communication 3. Et je rajouterai, parce que la séquence précédente a été enregistrée en mai 2018, qu'il y aura peut-être un 4e épisode d'OVNI, OVI et axe de communication. Seul l'avenir le dira. Dans l'idéal, cet épisode reviendra sur les différentes données et paramètres que nous avons abordés dans OVNI axe de communication 1, OVNI OVI axe de communication 2 et 3. Pour conclure et finir cet épisode OVNI et axe de communication 2, je vous retrouve dans le département de l'Aude, sur la commune de Sigean, juste à côté d'un site historique, l'un des plus grands axes de communication à l'époque romaine, si ce n'est gallo-romaine, la Via Domitia. Et là-dessus, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire ce nouvel épisode, les chercheurs, les ufologues, les enquêteurs de n'importe quelle tendance, les témoins, mais également FTS pour la caméra et l'intendance, Jenny T, co-administratrice d'ODH TV qui a vérifié si cette vidéo, il n'y avait aucun bug, mais également les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires et vous autres, ODH Note.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si ce n'est plusieurs, à faire part de vos aventures, si vous avez observé quelque chose d'insolite ou nous apporter d'autres informations pour éventuellement faire une suite à cet épisode. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires qu'ils soient surtout constructifs. La haine, les trolls et ceux qui s'amusent, éjection, seront virés quoi. Si vous désirez voir ou revoir d'anciens épisodes de l'étude géoufologique phase 1 ou phase 2, nous vous donnons les différents liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube ODHTV2 et à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé des différentes mises à jour de la chaîne. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de l'étude ou de la contre-étude géoufologique et je vous dis à très bientôt sur ODHTV2. Au revoir.